Bonjour, Nicolas Bourdel. Je vais vous présenter dans le cadre de ce MOOC et des recommandations sur l'endométriose, la stratégie diagnostique dans l'endométriose. Nous avons réalisé ce chapitre avec Pauline Chauvet et Michel Canis. Deux parties dans ce chapitre. Petit 1, on va d'abord réfléchir sur les possibilités de dépistage de l'endométriose. Est-ce qu'on peut parler de dépistage dans l'endométriose, que ce soit en population générale ou en population ciblée? Puis, nous avons, lors de ce travail des recommandations, dessiné ou conçu des arbres qui permettent d'améliorer, en tout cas de fluidifier la prise en charge, que ce soit en soins primaires ou en soins secondaires. D'abord, les possibilités de dépistage. Le dépistage, il correspond à des critères extrêmement précis qui ont été publiés à la fois par l'OMS et puis on le verra au niveau européen en 1994. Au niveau OMS, 10 critères pour répondre à un dépistage de masse. Tout d'abord, la maladie dépistée doit constituer une menace grave pour la santé publique, que ce soit au niveau de sa fréquence, de la gravité des cas. Cela est vrai pour l'endométriose, c'est un niveau de preuve 1. Il doit exister un traitement efficace démontré, c'est le point numéro 2. Cela est vrai pour l'endométriose, cela s'applique à l'endométriose. Il faut disposer de moyens appropriés pour le diagnostic et le traitement. Cela est vrai pour l'endométriose, il s'agit d'un niveau de preuve 1. La maladie doit être décélable, c'est le 4e point, pendant une phase de latence ou au début de la phase clinique. Cela ne s'applique malheureusement pas à l'heure actuelle à l'endométriose, dont on ne connaît pas l'existence ou la durée d'une éventuelle phase de latence ou début de phase clinique, début d'histoire clinique, début d'histoire naturelle. Donc, on peut difficilement appliquer ce point numéro 4 à l'endométriose. Cinquièmement, il existe un examen de dépistage efficace. Malheureusement, dans l'endométriose, il n'existe pas d'examen de dépistage efficace qui puisse s'appliquer à une population, encore une fois, une population générale ou une population ciblée. Donc ce 5e point ne peut pas s'appliquer à l'endométriose. 6e point, il faut que l'épreuve utilisée soit acceptable pour la population avec une épreuve qui serait donc généralisable sur toute la population qu'on désire cibler. Ce n'est pas vrai dans l'endométriose, il n'y a pas cette épreuve qui a été décrite, elle n'a pas été en tout cas encore trouvée, donc ce 6e point ne s'applique pas à l'endométriose. 7e, il faut bien connaître l'histoire naturelle de la maladie, ce qui rejoint ce que nous avons déjà développé avant. À l'heure actuelle, il n'existe très peu ou pas du tout de données sur l'évolution des lésions, notamment en début de maladie. Il faut que, 8e point, le choix des sujets qui recevront un traitement soit opéré selon des critères préétablis. Malheureusement, avoir une attitude systématisée de traitement de prise en charge dans l'endométriose, pour l'instant, c'est extrêmement difficile à déterminer et à standardiser, donc ce n'est pas applicable à l'endométriose. 9e point, il faut que le coût de la recherche des cas ne soit pas disproportionné par rapport au coût global des soins médicaux. Malheureusement, on développera un petit peu l'argumentaire après, c'est difficilement applicable dans l'état actuel des modalités de diagnostic de l'endométriose, donc c'est difficilement applicable à l'endométriose. 10e, il faut assurer la continuité d'action dans la recherche des cas et non la considérer comme une opération qui est exécutée une fois pour toutes. Là, pareil, il est extrêmement difficile d'avoir une stratégie de dépistage sur le long terme. On ne sait pas non plus quel examen, encore une fois. Donc avoir une stratégie de dépistage sur le long terme et pas au coup par coup pour l'endométriose. Donc ce 10e point décrit par l'OMS ne s'applique pas à l'endométriose. Donc encore une fois, si on reprend tous ces points, extrêmement difficile d'appliquer cela à l'endométriose. Si on regarde les critères décrits au niveau européen, ça a été publié par le comité des ministres du Conseil de l'Europe en 1994 et le dépistage y est défini comme un examen pratiqué sur un groupe défini de personnes en vue d'identifier un stade précoce préliminaire, voire un facteur de risque ou une combinaison de risques décelables avant le déclenchement d'une maladie. Tout ce que l'on a développé avant sur l'histoire naturelle, sur une phase de latence, va contre
cette définition européenne du dépistage. Donc encore une fois, extrêmement difficile de pouvoir parler, selon des critères très stricts, de dépistage dans l'endométriose. Le risque majeur d'une stratégie généralisée de dépistage qui ne répond pas à ces critères validés, il y a une stratégie définie, c'est vraiment de voir s'accroître de façon exponentielle le nombre d'examens complémentaires, voire dans le cas de l'endométriose, de cœlioscopie diagnostique dans ce dépistage non organisé, ou même juste pour parler de dépistage. Alors, cœlioscopie, vous allez me dire, ce n'est pas l'examen de dépistage. Néanmoins, dans la littérature, et notamment dans les différentes méta-analyses publiées par la Cochrane, sur les marqueurs, les examens d'imagerie, la cœlioscopie reste malheureusement le gold standard dans le diagnostic de l'endométriose. Donc, si on prend l'ensemble des femmes de 12 à 50 ans, en France, c'est une population qui représente 16 millions d'individus. On se fixe juste 10% de la population qui pourrait présenter une endométriose. Donc disons qu'on a fait des cœlioscopies qu'à celles déjà on sélectionne uniquement celles qui ont de l'endométriose. Ça fait 1 600 000 femmes qui pourraient théoriquement bénéficier d'une cœlioscopie diagnostique ou de dépistage. Si on regarde le taux de complication de ces cœlioscopies dans la littérature en général, ça fait 1500 à 3000 complications si on prend 1,6 million de cœlioscopies diagnostiques et 64 à 144 décès juste pour le dépistage de la maladie. Donc c'est difficilement acceptable si on se réfère à la cœlioscopie. Donc revenons à des examens théoriques qui pourraient être utilisés dans le dépistage, la consultation. Si on prend un coût de consultation pour ces femmes des 10% des 16 millions, ça fait 37 millions d'euros, une échographie 88 millions d'euros, une IRM 240 millions d'euros. Donc un coût total de 365 millions d'euros pour le système de soins. Si on est un petit peu plus large, parce que là c'est vraiment très théorique, uniquement sur les 10% qui ont vraiment de l'endométriose. Si on prend un examen de dépistage qu'on appliquerait à 45% des femmes qui présentent une dysménorrhée, enfin à 45% des femmes présentent une dysménorrhée, donc on leur propose cette consultation, échographie et IRM. 185 millions d'euros si on prend toutes les consultations, l'échographie 440 millions d'euros, voire une IRM 1,2 milliard d'euros. Donc on se rend bien compte que si on part sur ce type d'examen de dépistage tel qu'on les connaît ou tel qu'ils pourraient être évalués à l'heure actuelle, on arrive à un coût qui est extrêmement important alors qu'on ne respecte pas les 10 critères décrits par l'OMS. Donc extrêmement difficile de parler de dépistage. Alors on pourrait opposer le gain, ce coût au gain qu'on a en termes de productivité parce qu'on prend en charge la maladie de façon plus précoce, ou en tout cas on prend en charge la maladie coup court chez des patientes dont on sait que l'impact de la maladie est majeur sur la productivité. Mais le problème, c'est que réaliser ces examens de dépistage, on ne sait pas si, à long terme, ça améliore la productivité ou ça améliore ou on diminue le coût après à long terme. Donc, encore une fois, extrêmement difficile de pouvoir parler de dépistage et de dire c'est cet examen-là qu'il faut faire en dépistage ou c'est cette stratégie qu'il faut faire en dépistage. Donc, dans les recommandations, ce que l'on a conclu, c'est que dans l'état actuel de la littérature, il n'existe aucune donnée qui permet de parler juste de parler de dépistage. Et bien sûr, on ne peut pas organiser un dépistage d'endométriose. Un dépistage n'est donc pas recommandé dans la population générale. Aucun élément, quand on regarde les littératures, ne permet de proposer non plus un dépistage systématique dans une population à risque sur des facteurs génétiques, par exemple, endométriose chez une apparentée, des facteurs de risque décrits dans l'endométriose, volume menstruel augmenté, cycle court, première règle précoce. On ne peut pas proposer de dépistage, il n'y a pas de stratégie de dépistage appliquée possible dans la population générale ou dans la population ciblée. Ça ne résout pas le problème du délai qui reste toujours majeur et absolument inacceptable dans la prise en charge de ces patientes. Donc, comment faire pour
améliorer le parcours de soins qui puisse permettre à une diminution de ce délai dans la prise en charge et le diagnostic de ces patientes, puisqu'on ne peut pas parler de dépistage. Alors, encore une fois, pas de dépistage à l'heure actuelle. Comment améliorer cette prise en charge en soins primaires et diminuer les délais de diagnostic? De nombreux symptômes peuvent être associés aux lésions endométriosiques. Donc, dans un souci de stratégie, on a séparé les symptômes classiques de l'endométriose, on y reviendra, à ceux pouvant faire évoquer une localisation profonde, une endométriose profonde qui impose une démarche spécifique de diagnostic et de prise en charge, notamment dans les examens complémentaires. Quels sont ces symptômes? C'est la dyspareunie profonde intense, la douleur à la défécation, les syndromes digestifs à recrudescence cataminiale, les symptômes urinaires également à recrudescence cataminiale. Les symptômes pouvant évoquer une endométriose mais sans signe localisateur, ceux que je viens de décrire, c'est la dysménorrhée, la triade dysménorrhée, dyspareunie modérée et douleur pelvienne chronique, donc en dehors des règles. Donc on a séparé nos arbres de prise en charge selon ces modalités-là, avec une partie soins primaires, une partie soins secondaires. Le niveau de preuve reste relativement faible. Alors dans notre premier arbre, on prend le cas d'une patiente qui consulte pour un syndrome douloureux pelvien, qui associe donc douleur pelvienne chronique, non menstruelle, dysménorrhée et dyspareunie. Comment on va établir une stratégie dans cette population? D'abord, on va évaluer le retentissement de la douleur. C'est décrit dans d'autres chapitres de ces recommandations, les modalités d'évaluation, mais il y a une évaluation précise de ces douleurs qui doit être faite, selon au mieux un calendrier, et puis on doit évaluer le retentissement, notamment social ou psychosocial, de ces douleurs sur la patiente. On va rechercher des symptômes évocateurs de l'endométriose. C'est-à-dire la dysménorrhée intense, qui est supérieure à 7, l'absentéisme fréquent, la résistance aux antalgiques de niveau 1 et l'infertilité. Et puis on va rechercher, comme je le disais avant, des symptômes localisateurs de l'endométriose profonde, dyspareunie profonde, douleur à la défécation cyclique et signes urinaires cycliques cataminiaux. On fait cet interrogatoire, on arrive à l'examen clinique qui doit être pelvien au mieux si possible. Bien sûr, les limites peuvent être le refus d'examen ou chez les patientes vierges. Et puis, on va rapidement proposer, en première intention, une échographie pelvienne qui n'aura pas besoin d'être réalisée par un clinicien, qu'il soit gynécologue ou radiologue, référent. Cette échographie de première ligne aura pour but essentiellement de dépister les endométriomes ou les diagnostics différentiels. À la suite de cette première partie de prise en charge, l'évaluation de la douleur, la recherche de symptômes localisateurs profonds, l'examen clinique, l'échographie pelvienne de première ligne, on va pouvoir séparer en deux parties. Soit vous avez des signes localisateurs d'endométriose profonde, vous avez une infertilité, ou il y a un endométriome à l'échographie. Il n'y a pas ces trois critères. Il s'agit de dysménorrhée sans signe localisateur d'endométriose profonde. Il n'y a pas de souhait de grossesse. La première prise en charge va se baser sur la contraception hormonale dont les modalités sont décrites dans d'autres parties de ce MOOC. Cette contraception est efficace? Oui. Dans ce cas-là, on n'a pas besoin de rechercher une endométriose et on va poursuivre cette contraception. Cette contraception n'est pas efficace. Là, on va s'orienter vers des examens de deuxième et troisième intention à la recherche d'une endométriose profonde. Même chose s'il y a un souhait de grossesse ou une infertilité ou une impossibilité ou un refus de la contraception de la patiente, on va s'orienter vers des examens de deuxième et troisième intention à la recherche d'une endométriose profonde. Nous les développerons dans l'arbre suivant. Par contre, si vous avez des signes localisateurs d'endométriose profonde, s'il existe une infertilité ou s'il y a un endométriome à l'échographie de première ligne, là, on va rechercher une endométriose profonde et on en revient à la partie basse
de l'arbre de prise en charge, qui sont la décision d'examen de deuxième et de troisième intention à la recherche d'une endométriose profonde. Les examens de première intention à la recherche d'une endométriose, nous les avons séparés dans un arbre spécifique pour bien insister sur le fait qu'il n'y a aucun dosage biologique qui paraît justifié en examen de première intention, ni en seconde intention d'ailleurs, mais il n'y a pas d'examen biologique à réaliser en première intention. Les examens, comme nous l'avons développé, examen clinique pelvien si possible en fonction du contexte, et échographie pelvienne de première ligne. Vous avez un diagnostic différentiel, il faut adapter votre prise en charge en fonction de ce diagnostic différentiel. Vous avez des signes localisateurs d'endométriose profonde, d'infertilité ou d'endométriome. Même chose, recherche d'une endométriose profonde et examen de seconde intention, résistance au traitement médical, examen de seconde intention. Il y a une masse ovarienne indéterminée à l'échographie. Vous vous orientez vers ce qui a été décrit dans la prise en charge et dans les recommandations de prise en charge de ces masses ovariennes indéterminées, c'est-à-dire l'échographie par un expert ou l'IRM réalisé par un radiologue référent. En soins secondaires, donc, ce seront les examens de seconde et troisième intention à la recherche d'une endométriose. L'examen gynécologique orienté, on a défini le terme de clinicien référent, pour effectuer cet examen gynécologique orienté dans une structure de soins secondaires. Donc cela fait partie des examens de deuxième et troisième intention à la recherche d'une endométriose profonde. On va regarder s'il existe une rigidité des cul-de-sac vaginaux, on va regarder s'il y a perception d'un nodule au toucher vaginal, si les annexes semblent fixées et s'il y a des nodules bleutés à l'examen au spéculum. On recherche des symptômes évocateurs de sensibilisation. Cela est bien décrit dans un des autres chapitres de ce MOOC. On va rechercher ces symptômes évocateurs de sensibilisation neurologique du bassin. Et on va associer un examen de seconde intention qui va être l'IRM pelvien, selon le protocole spécifique et interprété par un radiologue référent et ou une échographie endovaginale de seconde intention, donc effectuée par un échographiste référent qui a l'habitude de l'endométriose profonde et du diagnostic échographique de l'endométriose profonde. Deux situations. L'endométriose profonde est confirmée par des lésions caractéristiques à la fois sur l'examen, à la fois et ou sur les examens complémentaires, à la fois sur l'examen clinique et les examens complémentaires. On va rechercher des symptômes évocateurs de sensibilisation, toujours, et on le répète et on insiste bien sur ces symptômes évocateurs de sensibilisation. On n'effectuera pas de célioscopie à but uniquement diagnostique. On a fait un diagnostic par l'imagerie, par des examens moins invasifs. Il n'y a aucune raison d'effectuer une célioscopie diagnostique. On va orienter la patiente vers une consultation dédiée si une infertilité est associée. Et puis, on va rechercher systématiquement tout symptôme ou tout signe clinique ou tout signe d'imagerie qui permettent d'éliminer ou de diagnostiquer des localisations urinaires et digestives. Avant une chirurgie d'exérèse de l'endométriose profonde, on pourra effectuer des examens de troisième intention qui sont développés dans un chapitre spécifique de ces recommandations, des examens de troisième intention qui vont être adaptés à chaque localisation viscérale, qu'elle soit urinaire, digestif, diaphragmatique. Donc on va adapter ces examens de troisième intention dans ces structures de soins secondaires. Autre cas, donc c'est la deuxième partie à droite de l'arbre, il n'y a pas de lésion caractéristique. L'endométriose superficielle est toujours possible, surtout si les symptômes sont très évocateurs et très typiques. La célioscopie diagnostique peut être indiquée si vraiment il existe une suspicion clinique très forte et que les examens préopératoires d'imagerie sont totalement négatifs. Néanmoins, cette célioscopie diagnostique doit absolument s'intégrer dans une stratégie de prise en charge des douleurs et de l'infertilité. Donc une prise en charge globale
Et la célioscopie sera au mieux réalisée dans un centre qui permet de traiter les lésions dans un même temps si des lésions sont découvertes. Il faut que cette célioscopie soit corroborée à une exploration abdominopelvienne qui soit complète, totalement décrite et écrite dans le compte rendu opératoire, donc une description exhaustive des lésions sur ce compte rendu opératoire, et des biopsies dirigées, ou au mieux, comme je le disais, une exérèse des lésions macroscopiques. Donc, avec ces données-là, absence de dépistage possible, on ne peut pas recommander le dépistage, que ce soit en population générale ou en population ciblée. Donc, on a décrit l'ensemble des arbres dont je viens vous parler pour essayer de fluidifier le parcours de soins des patientes, que ce soit en soins primaires ou en soins secondaires. Merci.